Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal d'information africaine et ailleurs, dont voici l'unique titre. Les mairies du district de Bamako initient leurs efforts pour barrer la route à la propagation de la pandémie du Covid-19. Merci pour votre constante fidélité à Chérifla Télévision. La capitale malienne Bamako fait face à un virus mortel comme les autres capitales sous-régionales. Il s'agit notamment de la lutte contre la pandémie du Covid-19 par les mairies du district de Bamako. Quelles mesures de riposte ces mairies ont-elles adoptées pour sensibiliser la population sur les dangers liés au Covid-19? L'élément de réponse dans ce reportage de Sadio Sirbe avec Draman Mali. Pour anéantir les effets de la maladie à coronavirus et faire respecter les mesures barrières, le conseil communal de certaines communes du district de Bamako a entrepris des sessions extraordinaires pour sensibiliser la population sur les dangers liés au coronavirus. Le budget alloué au niveau de la commune 6 s'élève à hauteur de 30 millions de francs CFA. Nous vivons vraiment des moments très difficiles par rapport, n'est-ce pas, à cette pandémie. Et pour ce faire, très rapidement, le conseil communal a convoqué une session extraordinaire pour, n'est-ce pas, prendre des mesures, n'est-ce pas, très urgentes. Donc, après la convocation de cette session, nous avons pris vraiment le mal à bras le corps, en ce sens que nous avons utilisé nos propres canaux de communication pour vraiment sensibiliser toute la population des dangers, n'est-ce pas, de cette pandémie. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à une quarantaine de cas et puis 2 décès. Le conseil communal a décaissé un montant de 30 millions pour subvenir aux besoins de cette pandémie. Ici, en commune 5 du district de Bamako, toutes les précautions sont prises dans le cadre d'une lutte implacable pour stopper l'évolution de la pandémie de coronavirus dans la commune avec le même budget que la commune 6 de 30 millions de francs CFA. Objectif, mobiliser tous les acteurs sanitaires et l'association des mécaniciens et communicateurs traditionnels afin de les sensibiliser sur l'importance du port de masque selon les mesures édictées par les autorités. Même constat également en commune 1 du district de Bamako. Le phénomène que vous venez de décrire se passe de tout commentaire. C'est une maladie très dangereuse. Nous avons anticipé avec le médecin-chef du CCRF et tous les autres acteurs de la commune. Nous nous sommes retrouvés pour former un comité de veille. Parce que gérer, c'est anticiper. Et il fallait réunir en tout cas les chefs service pour les demander de prendre au sérieux cette maladie qui n'avait pas encore franchi nos portes. Et c'est ainsi que nous avions nous-mêmes acheté les premiers kits d'assainissement, des trucs de lavage, les dispositifs de lavage des mains. Et pour les 7 centres d'état civil de la mairie de la commune 5 du district de Bamako, les 3 commissariats, la gendarmerie, la protection civile, et nous l'avions élargi au reste des services techniques. Nous avons pris les dispositions pour qu'on puisse, en tout cas, les mesures barrières soient observées. Et vous voyez vous-même dans mon bureau, chaque personne qui rentre est obligée, même si au secrétariat déjà il a lavé les mains, je l'oblige à laver les mains ici. Vous me voyez avec mon masque. Et tous les jours, c'est comme ça. Et je fais toujours face aux difficultés de l'heure. Et il est clair que les mosquées méritent une attention particulière parce que c'est un lieu de regroupement. Et on les dit, mais vous ne pouvez pas ouvrir une mosquée et empêcher 50 personnes plus de 50 personnes de se retrouver. Donc cette réalité, nous sommes tous des hommes de foi, nous croyons en Dieu. Nous savions qu'en temps de paix, il faut que les gens se retrouvent à la mosquée. Mais quand il y a un phénomène aussi dangereux, il est clair qu'il faut qu'on se dise la vérité, que Dieu n'a pas obligé qui que ce soit d'être dans une mosquée quand il y a un tel phénomène qui fait des ravages. En ce qui nous concerne la commune 1, dès l'annonce, on avait commencé par
les réunions de sensibilisation en faisant venir les chefs de quartier, les notabilités, tous les aires de santé, les polices, les 3 commissariats qui sont à notre disposition, la gendarmerie de Sangarebougou et les autorités religieuses pour les expliquer la gravité de la maladie, pour les expliquer la façon, la méthode de transmission de la maladie. Cela a été notre première étape pour accueillir cette maladie. Et au-delà de ça, quand l'administration centrale a pris les mesures sanitaires, en ce qui nous concerne, les différentes mesures sanitaires, à commencer par les distributions des kits par rapport au lavage des mains. On avait distribué des kits à tous les chefs de quartier. On a 9 chefs de quartier, on a distribué des kits à tous les chefs de quartier pour que ceci soit des points de repère, une référence à la population pour que la population s'en donne à cette activité, à cette pratique qui quotidiennement ça fait partie de notre vie quotidienne. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population qui est celle de la commune 1, c'est de respecter les mesures sanitaires. Du côté de la commune 2, certains jeunes leaders sont conscients du travail abattu par les autorités communales, mais il faut élargir à tous les niveaux. À notre niveau, au niveau de la commune 2, tout le monde essaie de faire de son mieux pour cette maladie. Vous avez dit les actions des élus, chez nous c'est les actions de tout le monde. Les actions de bonne volonté, les actions du peuple, parce que la maladie se vit en commune 2 ici et partout ailleurs au Mali. Donc nous avons pris conscience de la chose et nous sensibilisons du mieux que nous pouvons pour limiter vraiment la propagation du virus au niveau de la commune et du Mali en général. Donc les gens sont vraiment conscients du danger. Même ceux qui n'y croyaient pas, ils voient les activités baisser. Alors tout le monde sait que cette maladie est aujourd'hui une réalité. Malheureusement, nous avons des parents qui tombent par cette même maladie encore. Et donc nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. À ce jour, le Mali compte 408 cas de coronavirus, dont 13 patients guéris et 13 décès. Considérés comme le 4e pouvoir, les médias ont un rôle éminemment crucial dans chaque événement de la société. Vecteurs d'information, parfois de propagande, les médias peuvent se révéler redoutables dans une guerre ou une crise pandémique comme celle à laquelle fait face l'humanité tout entière en ce moment. Suivons à cet effet un élément réalisé par la rédaction avec Al-Hamidou Badini et Draman Mali. 2020, l'humanité tout entière est accablée par une calamité redoutable qui emporte chaque jour dans son sillage des milliers de victimes. S'il n'existe toujours pas de remède homologué contre la pandémie de Covid-19, le respect strict des gestes barrières permet cependant de limiter les risques de propagation de la maladie. Conscients de leur puissance en termes d'information des populations par leur rapidité, les radios au Mali se sont attelées plutôt à la sensibilisation sur les gestes à adopter. Une grande place à cette maladie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'information, elle est détail. Nous, au niveau de notre radio ici, nous essayons de voir, au moins pendant tous les magazines, n'est-ce pas, pendant toutes les émissions, que ce soit le début ou à la fin, on est obligé de faire la sensibilisation. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est également le message diffusé sur les différentes chaînes télévisuelles face à cette maladie sinistre qui dresse des bilans macabres au quotidien. D'abord, vous avez constaté, nous avons mis d'abord des kits de lavage de mains. Nous avons aussi essayé de réaménager notre programme, de telle sorte que nous avons 2 équipes tournantes pour pouvoir vraiment faire face à cette pandémie. Au niveau de la rédaction, nous avons justement aussi pris les dispositions, de telle sorte à faire que les gens puissent vraiment tourner un peu vite les JT pour pouvoir rentrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons décalé un peu les heures de tournage, que les gens puissent rentrer un peu tôt avec le coup-feu. À cela se tienne, nous avons aussi mis les dispositions de telle sorte que, même au niveau même du travail, nous avons essayé de réorganiser donc pour que l'équipe soit tournante. Une façon pour permettre aux gens d'éviter un peu de s'attrouper pour vraiment propager cette maladie-là. Bien avant que la maladie de Covid-19 ne fasse son entrée ici au Mali, les médias se sont mobilisés aux côtés du gouvernement afin de mettre le peuple au parfum de cette catastrophe humanitaire.
C'est le cas par exemple du plus vieux médium d'information support, à savoir la presse écrite. Comment faire pour que la maladie ne se propage pas davantage? Ça, c'est l'information, la sensibilisation. Et c'est nous qui donnons l'information et la sensibilisation. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a la presse écrite, la presse audiovisuelle, il y a les réseaux sociaux désormais, il y a les communicateurs traditionnels. Mais tous ces beaux mondes qui se mobilisent, il faut prendre en compte un paramètre. La crédibilité du message et la crédibilité du messager. Pour ça, pour donner du poids à l'information et à la sensibilisation que nous donnons dans le cadre de notre communication, nous avons besoin de l'appui du gouvernement. La presse écrite, les radios, les télés, les réseaux sociaux, bref, le monde des médias a su pleinement jouer la partition qui lui incombe dans l'information et la sensibilisation des citoyens des villes et des campagnes sur le coronavirus et les gestes à respecter. Les communicateurs traditionnels, à travers le récoutrade, ne sont pas en marge dans cette lutte contre l'ennemi commun, comme en témoignent certains citoyens. La presse a joué son rôle. Elle est en train de pleinement jouer son rôle. Vraiment, aujourd'hui, c'est cela on a besoin. Puisqu'il y en a qui croient, il y en a qui n'y croient pas. Mais la presse est en train de tout mettre en œuvre pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et réellement sur la pandémie à travers le monde et dans le pays. Donc, on doit dire chapeau à la presse écrite et la presse audiovisuelle. Vous êtes à féliciter. Si cette mission sacerdotale est exécutée à la lettre par les hommes de médias en bons citoyens, n'en demeure pas moins que des mesures d'accompagnement de la part des autorités puissent engendrer une grande émulation. Nous restons toujours dans les mêmes registres de lutte contre la pandémie du Covid-19. Bamako, la capitale du Mali, est l'épicentre de l'épidémie du coronavirus par rapport au reste du pays. Dans cet entretien, Dr Suleiman Diarra, expert en gestion de la crise du Covid-19 au Mali, nous donne quelques raisons pour lesquelles Bamako est le plus touché par l'épidémie. Il est au micro de Tata Touré. Le fait que Bamako soit l'épicentre de l'épidémie à coronavirus communément appelé Covid-19 au Mali, c'est lié plutôt à l'épidémiologie de cette pathologie et également aux facteurs démographiques et aussi, si possible, si vous voulez bien, la position de Bamako par rapport aux autres villes sur l'échiquier malien. Vous savez que les premiers cas c'est-à-dire l'introduction de cette pathologie a commencé à partir d'ailleurs et c'est venu du fait que d'autres pays qui étaient touchés les Maliens étaient dans ces pays-là et on a dû recevoir des gens qui étaient des contacts post-probables dans ces pays. Et quand ceux-ci sont venus, Bamako, le premier, ou si vous voulez bien, la capitale du Mali, donc la plupart des gens qui venaient de ces zones touchées ont atterri à Bamako. Et ils ont dû faire les premiers contacts à Bamako. Et au regard de la démographie de Bamako, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir plus de cas à Bamako pour cet épisode, cette flambée d'épidémie à coronavirus au cas Mali. C'est vraiment le respect des mesures barrières, le respect de tout ce qui est mesures de prévention individuelle et collective et également le fait d'accompagner vraiment les autorités sanitaires dans leur lutte effrénée pour contrôler la situation. Donc, faire en sorte qu'on puisse nous aider à rompre la chaîne de transmission au niveau de la population. Parce que nous avons passé d'une transmission locale, qui est le fait d'avoir, parce qu'il y a la transmission locale toujours, mais nous sommes en train de rentrer dans une phase très grave qui est la transmission communautaire. Et cette transmission communautaire, elle ne pourra être arrêtée que l'accompagnement sans faille de la population. Donc nous demandons à la population un engagement au plus haut niveau, que les leaders religieux, les leaders communautaires,
tous ceux qui peuvent apporter en tout cas un appui à cette réponse puissent le faire de façon franche pour qu'on puisse rompre la chaîne de transmission et arrêter carrément cette épidémie qui est en train de mettre le pays à terre parce que l'économie est à terre et tout ce qui est relations sociales, développement est presque en hibernation et très ralenti. Donc nous voulons, à mon avis, il faut vraiment que la population prenne conscience du danger, de la gravité de la situation et d'accompagner les autorités sanitaires. C'est à ce seul prix qu'on pourra contrôler cette situation qui est une situation exceptionnelle. Ok, Touré, et le département de la santé et des affaires sociales, depuis l'annonce, c'est-à-dire depuis que l'OMS a déclaré le Covid-19 comme une urgence de santé publique d'abord et le 11 mars comme pandémie. Depuis son annonce, le gouvernement du Mali, à travers le département de la santé et des affaires sociales, a mis en place déjà des dispositifs. Et dans ces dispositifs, il y a déjà un mécanisme de prévention et un mécanisme de prise en charge, et donc pour contrôler l'épidémie. Dans le mécanisme de prévention et de prise en charge, il y a ce qu'on appelle les équipes d'intervention rapide. Ces équipes sont dans chaque district et quand un cas est suspecté, le cas est la plupart des temps signalé à travers le numéro vert par les médecins régulateurs qui, après information, informent la direction régionale qui informe le district. Donc l'équipe d'intervention rapide du district qui procède au prélèvement. Et une fois également que le prélèvement est révélé positif, les résultats des laboratoires sont centralisés au niveau de la coordination. Et donc c'est le professeur Akori Ag-Iknan, qui est le coordinateur national de la gestion de la réponse à l'épidémie, qui transfère maintenant les réponses du laboratoire, les résultats des laboratoires au niveau du cabinet et au niveau de la directrice régionale, si c'est le cas de Bamako. Et automatiquement, les gens qui sont positifs sont, avec des signes, sont aussitôt contactés pour leur transfert dans les structures de prise en charge qui sont pour le moment l'hôpital du Mali, l'hôpital dermatologique au niveau du l'ex-Sénam et l'hôpital du Point G pour le cas Bamako. Et au niveau des régions, c'est à peu près la même procédure parce que c'est des procédures opérationnelles standards qui gèrent tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on a comme activité dans le cadre de la prévention et de la gestion de cette épidémie-là. Et donc les cas suspects positifs avec signes sont gérés selon des procédures, des manuels de procédures standards qui est de fait de passer l'information à l'équipe d'intervention. Donc il y a une équipe de transfert des cas positifs qui s'occupe de transfert sécurisé de ces cas avec les signes vers les structures de prise en charge qui sont soit au niveau de Bamako ou bien dans les régions. En tout cas, la structure de prise en charge la plus proche, le malade est transféré à ce niveau pour que des soins, en tout cas idoines, puissent être apportés afin qu'il retrouve rapidement sa santé. Mars dernier, jusqu'à la date du 26 avril 2020, nous avons recensé 389 cas positifs de Covid-19 au Mali, pour tout dans l'ensemble du territoire. Et à cela, comme vous l'avez bien dit, le gros revient à Bamako. Sur les 389 cas positifs, 298 sont pour la seule capitale de Bamako. Voilà, vous l'aurez compris, si la Mecque reste soumise à un couvre-feu permanent en raison du Covid-19, le reste du royaume saoudien a vu ses mesures de confinement assouplies depuis dimanche 26 avril. Le royaume wahhabite avait mis en place fin mars ce confinement pour freiner la propagation de la pandémie sur son territoire. Voyons ces commentaires d'Ahmadou Diarra. L'Arabie saoudite a assoupli ce dimanche les mesures de confinement mises en place sur son sol pour freiner la propagation du Covid-19. Seule la Mecque et ses environs sont toujours soumis à un couvre-feu 24 heures sur 24, rapporte l'agence de presse saoudienne SPA. En dehors de la ville sainte, les couvre-feux seront assouplis en journée à partir du dimanche 26 avril, de 9h à 17h, et ce jusqu'au 13 mai, précise un décret royal cité par la SPA, alors que le mois de jeûne du Ramadan a débuté vendredi. Le pays comptabilise à ce jour plus de 16 000 cas de
Covid-19, dont 136 cas mortels. Les autorités du Royaume ont également autorisé la réouverture de certaines activités commerciales et économiques à partir de mercredi et ce jusqu'au 13 mai. Cette mesure concerne les grossistes, les commerces de détail et les centres commerciaux. Les rassemblements de plus de 5 personnes, quant à eux, restent interdits. L'Arabie Saoudite a également annoncé un contrat de 265 millions de dollars avec une entreprise chinoise pour intensifier les tests de dépistage du Covid-19. Selon un communiqué du gouvernement, l'accord conclu avec le BGI permettra d'effectuer 9 millions de tests de dépistage et prévoit l'envoi de 500 experts, spécialistes et techniciens pour mener ces tests en Arabie Saoudite. Cet accord porte aussi sur l'établissement de 6 grands laboratoires dans différentes régions du Royaume, y compris un mobile ayant la capacité de produire 10 000 tests par jour, d'après la même source. Nous restons avec Ahmadou Diarra, cette fois-ci en Allemagne, où la police peine à faire respecter les mesures de confinement et se voit régulièrement confrontée à des manifestants qui dénoncent un régime autoritaire. Les autorités desserrent progressivement les mesures de restriction avec la réouverture de certains magasins dans la capitale. Une centaine de personnes ont été arrêtées ce week-end à Berlin pour non-respect des règles de distanciation sociale. Un millier de manifestants s'étaient rassemblés un peu plus tôt pour contester les mesures de confinement mises en place en Allemagne pour endiguer la propagation du Covid-19. Des rassemblements qui sont organisés chaque samedi depuis plusieurs semaines sur la place Rosa Luxembourg au cœur de la capitale allemande. La police avait érigé plusieurs barrières autour de la place, mais les participants se sont retrouvés dans les rues voisines et ce malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes en vigueur à Berlin. Le regroupement n'est pas compatible avec les règles en place pour stopper la propagation de l'épidémie de Covid-19, a expliqué la police sur Twitter, demandant aux personnes présentes de se disperser. Ce collectif, baptisé Résistance démocratique, voit dans les mesures de restriction décidées par le gouvernement un début de régime autoritaire qui porterait, selon eux, atteinte aux libertés. Certains accusaient sur leur t-shirt la chancelière Angela Merkel d'avoir interdit de vivre. D'autres réclamaient la liberté, affirmant sur des pancartes: je décide ce que je pense et ce que je dis haut et fort. Plus jamais fascisme et guerre. Ou stop au lobby pharmaceutique, pouvait-on lire sur d'autres. Si l'Allemagne dessert très progressivement les restrictions avec la réouverture de certains magasins par exemple, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne juge que le gouvernement exagère les risques et demande la réouverture immédiate de tous les commerces. À présent, voyons le reste de l'actualité africaine et internationale commentée par Al-Hamidou Badini. Le gourou d'un mouvement politico-religieux arrêté vendredi a été transféré dans un centre psychiatrique de Kinshasa, en République démocratique du Congo, afin de déterminer s'il a toutes ses capacités mentales pour répondre de ses actes. L'ex-député Jachari Badiangila, leader du mouvement séparatiste Bundu Dia Congo, a été arrêté vendredi lors d'un assaut contre sa résidence qui a fait au moins 8 morts selon la police. Ex-professeur de chimie, il s'était autoproclamé le 4 janvier président de la RDC au bénéfice, selon lui, d'un coup d'état divin. Il est poursuivi pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et d'incitation à la haine tribale. Partisans d'une scission de leur province, les Bundu Dia Congo affirment vouloir reconstituer le royaume du Congo tel qu'il existait au XVe siècle avant la colonisation de l'Angola au Gabon. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale exilé en France depuis fin décembre, devrait être jugé mardi 28 avril au tribunal correctionnel d'Abidjan. La semaine dernière, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a exigé de l'État ivoirien qu'il suspende ce mandat d'arrêt. Dimanche, les avocats de Guillaume Soro ont demandé aux autorités de respecter la décision de la Cour africaine et de suspendre le procès. Pour les avocats de l'État ivoirien, la décision de la Cour africaine n'est que provisoire et n'empêche pas la tenue de l'audience. Bien que la Cour a donné 30 jours aux autorités pour exécuter son arrêt, l'ex-leader de la rébellion, accusé par l'État ivoirien de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, détournement de biens publics et blanchiment, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le 23 décembre.
Ce lundi 27 avril débute au Burundi la campagne électorale pour le triple scrutin prévu le 20 mai. Élection des députés et des conseillers communaux, mais également celle du président de la République. Une campagne qui s'achèvera le 17 mai. Sept candidats tenteront de convaincre les électeurs durant ces 3 semaines de campagne. Parmi eux, il y a en premier lieu le général Évariste Ndayishimiye, qui portera les couleurs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il est le dauphin de Pierre Nkurunziza, l'actuel chef de l'État, qui ne se représente pas. Il affrontera notamment celui qui est présenté comme le principal opposant, Agathon Rwasa, meneur du mouvement Conseil national pour la liberté, le CNL, agréé il y a un peu plus d'1 an. Il y aura également Domitien Ndayizeye, président de la transition entre 2003 et 2005, aujourd'hui à la tête de la coalition Kira Burundi. Si l'Afrique regorge de plusieurs médecins et scientifiques de renom, les inventions de ces derniers continuent d'essuyer jusqu'ici la réprobation de l'OMS. À tort ou à raison, et si la polémique semble encore étouffée dans les mallettes diplomatiques, le produit malgache n'est pas toutefois sans rappeler d'anciennes inventions africaines dans le cadre de la médecine. Le cas de l'Immunorex DM28, œuvre du savant gabonais, le professeur Donatien Mavungu, décédé le 20 janvier dernier. L'Immunorex DM28 n'a jamais fait l'unanimité au sein de l'OMS, au point que des gouvernements, dont celui de la RDC qui avait passé des commandes, furent obligés d'y renoncer, tant la pression était forte de la part de ce que des observateurs avaient appelé entreprise de diabolisation de l'Immunorex DM28, bien avant le chercheur gabonais, le MM1 des professeurs Lourouma du Zaïre, actuel RDC, et Ahmed Shafik d'Égypte, qui avait aussi subi dans les années 1980 un échec cuisant devant l'OMS qui invalida le produit faute là également de preuves scientifiques. Le conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen a indiqué que le leader nord-coréen séjournait depuis le 13 avril à Wonsan, une station balnéaire de l'Est de la Corée du Nord. Aucune action suspecte n'a jusqu'à présent été détectée, a-t-il affirmé. Les nouvelles de l'état de santé de Kim Jong-un se sont multipliées depuis son absence remarquée aux célébrations du 15 avril. Cette journée est pourtant la plus importante du calendrier politique nord-coréen, car tout le pays commémore alors la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, son grand-père. Daily NK, un média en ligne essentiellement géré par des Nord-Coréens ayant fait défection, avait affirmé que le dirigeant nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardiovasculaires et qu'il était en convalescence dans une villa de la province de Pyongyang du Nord. CNN, citant un responsable américain, avait de son côté rapporté que Washington étudiait des informations selon lesquelles Kim Jong-un était en danger grave après une opération chirurgicale. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal et que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Cherif la télévision.